BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour Amaury. Vous êtes présidente de la DAN, donc association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Bonjour, Valentin Demey est avec nous également. Bonjour Amaury. Directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Ça y est, on va voir dans cette émission que les fonds Web3 reviennent. On parlera aussi de bourse traditionnelle parce que certains acteurs crypto veulent aller en bourse, veulent rejoindre la bourse traditionnelle. On verra pourquoi. On parlera aussi de tokens qui prennent plus de 300% en moins de 24 heures. C'était plutôt rare ces derniers mois. Et aussi, on reviendra sur cette étude de l'OCDE AMF sur le portrait des investisseurs particuliers. On va voir qu'il y a de plus en plus d'investisseurs crypto, mais pas forcément les profils que vous croyez. On parlera de la réforme du marché des paiements et du projet de loi de finances 2024. Donc vaste programme donc, mais on commence tout de suite avec Valentin. Ça y est Valentin, les fonds Web3 reviennent. Il y a un nouveau fonds de 285 millions de dollars qui a été annoncé par Lightspeed Faction, société de capital risque américaine, pour accompagner le développement de jeunes projets de l'industrie du Web3 et des cryptos au cours des 3 prochaines années. Comment expliquer ce retour, Valentin ? Est-ce que c'est pas tout simplement parce que le marché reprend des couleurs ? Déjà, je suis un peu triste parce que vous piquez mon accent anglais. Je pensais que j'aurais la primeur de le tester en anglais. Faites-le, allez-y. Non, je vais du coup pas m'y risquer puisque vous l'avez fait pour moi, Maurice. Ça me fait très plaisir. Et effectivement, c'est 285 millions d'euros qui ont été investis, qui sont prêts à être investis par ce fonds d'investissement américain sur ce qu'on appelle du pré-seed et du seed. Donc, on est vraiment sur des phases de maturation et d'investissement très jeunes sur des montants qui vont entre 3, 5, 10 millions d'euros maximum. Donc ça permettrait effectivement, c'était votre conclusion, à ce fonds-là de tenir pendant 3 ans. L'objectif, c'est de financer du coup bon nombre de startups. En vérité, ce fonds avait déjà commencé à le faire un petit peu avec de très beaux projets à son actif. J'en citerai un seul, puisqu'on l'a déjà cité sur ce plateau, c'est Lens Protocol, ce fameux réseau social décentralisé qui était notamment porté par les fondateurs de AAV, l'un des plus gros protocoles de la finance décentralisée. Donc il a déjà ce fonds-là dans son portfolio quelques belles start-up prometteuses de l'écosystème du Web3. Mais c'est vrai qu'avec 285 millions de dollars supplémentaires, ça va permettre de belles acquisitions, surtout en pré-seed et en seed. Et ça va dans le sens de ces dernières semaines, avec la reprise des cours des actifs numériques. Oui, les fonds d'investissement sortent du bois. Alors, ils n'ont pas fait leur levée depuis 3 semaines. Ça fait longtemps qu'ils avaient ça dans un coin, qu'ils attendaient un bon narratif pour sortir du bois et annoncer justement de nouveaux investissements potentiels. On a d'autres fonds de 100, 200, 300 millions qui se sont mis. Alors là, les investissements, ils ont déjà été faits et l'annonce arrive maintenant ou alors ils commencent à être faits maintenant ? Ils ont relevé pour ce fonds-là. Donc, ils ont refait un tour de table avec une nouvelle capacité d'investissement. Ils avaient déjà fait avec un premier tour de table certains investissements, dont celui de Lens Protocol et quelques-uns qui sont assez stratégiques également. Donc là, il y a vraiment de nouveaux. Alors, c'est pas les seuls, encore une fois. On a entendu entre 6 et 700 millions d'euros d'investissement dans ce qu'on appelle le Web3, l'intelligence artificielle, les technologies blockchain. Là, celui-ci, ça serait vraiment plus visé Web3. C'est 285 millions d'euros. Donc, ça serait vraiment important pour l'écosystème. Ça permettra, là aussi, dans un environnement qui repart un peu à la hausse, mais qui n'est pas non plus totalement reparti dans un bull run, de financer l'innovation. Alors, ça sera l'innovation un peu plus américaine qu'européenne, puisque c'est un fonds américain, mais ça permet quand même de financer des startups aux très jeunes, de très jeunes pousses et donc prometteuses. Et au-delà de ce fonds, il y a une tendance quand même globale. On voit qu'au niveau international, entre guillemets, tant au niveau des États-Unis qu'en Europe, en France, est-ce qu'on voit que les fonds reviennent globalement ? Oui. Ou alors ça, c'est un cas isolé ? Non, c'est pas un cas isolé. Effectivement, on a déjà entendu ces dernières semaines 2-3 autres fonds faire des mouvements similaires avec des enveloppes qui sont pas anodines, qui sont de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, soit exclusivement réservés au Web3, soit duquel la part du Web3 est la plus importante du fonds. Donc non, c'est un très très bon signal et encore une fois, ça permettra de financer des jeunes pousses. On commence, et on en parlera tout à l'heure, avec des entreprises qui veulent rentrer en bourse, à avoir des stades de maturité beaucoup plus importants. Mais l'innovation vis-à-vis de la réglementation dont on parlera aussi tout à l'heure, elle continue de se construire. Donc avoir des investisseurs qui achètent des titres de bourse cotés, que ce soit en Europe ou en Asie, comme on va le voir tout à l'heure, c'est une chose. Continuer de financer des jeunes startups avec 5, 10, 15 millions de dollars pour l'amorçage de ces projets-là, c'est tout aussi important. Et c'est un très bon signal de voir que les fonds d'investissement qui visent cette catégorie d'entreprise continuent de fleurir. C'est très bien pour l'innovation. Faustine Fleuret, en tant que présidente de la DAN, ça doit vous donner le sourire. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi ? C'est un aboutissement du travail que vous faites maintenant depuis plusieurs années. Comment vous voyez
cette chose, c'est-à-dire tous ces fonds Web3 qui reviennent sur le marché? Alors certainement déjà les efforts de pédagogie de l'ensemble du secteur, l'association, mais pas uniquement, les acteurs eux-mêmes, sur ce que sont les opportunités de Web3, qui sont les acteurs, ont certainement permis à ce que des nouvelles opportunités pour des investisseurs finalement se révèlent. Et effectivement que c'est un problème que l'on soulève depuis très longtemps. On en avait notamment fait part dans le cadre des élections présidentielles dans notre manifeste, où l'une des problématiques que l'on remontait, c'était le manque d'investissement, et en particulier sur les jeunes pousses qui sont quand même le terreau majoritaire du Web3 aujourd'hui, ce manque d'investissement en Europe qui forcément limite la capacité à ces startups notamment de se développer, et en particulier quand la pression réglementaire et donc l'anticipation des coûts de conformité s'accentue sur ces acteurs. Donc effectivement une bonne nouvelle, même si on préférerait que ça se passe plutôt en Europe. Et là, on parle des investisseurs professionnels qui investissent via des fonds. Et là, on va s'intéresser tout de suite aux investisseurs particuliers. Parce qu'on en parlait notamment hier dans cette émission. L'OCDE a publié pour l'AMF une étude qui dresse justement le portrait de ces nouveaux investisseurs particuliers français. Et il y a des données intéressantes en ce qui concerne les investisseurs qui investissent dans la crypto, dans le Web3. Étude qui confirme d'ailleurs les chiffres que vous, avec l'ADAN, vous aviez publié il y a quelques mois, en partenariat avec KPMG et l'Institut Ipsos, qui fait un peu un double état des lieux, celui de l'adoption des cryptoactifs par les utilisateurs et celui de l'industrie Web3 en Europe. Comment vous voyez cette étude, Faustine ? Effectivement, on s'est plutôt réjoui et intéressé aux conclusions de l'OCDE pour l'AMF sur les nouveaux types d'investisseurs. On s'est également réjoui de voir que l'étude de l'ADEN était citée dans ce rapport pour rappeler qu'aujourd'hui, on a près de 10% des Français qui détiennent des cryptoactifs. Et effectivement, les conclusions de notre étude et de celles de l'OCDE sont cohérentes, notamment concernant le profil des investisseurs français, à savoir des personnes un peu moins de 35 ans, majoritairement des hommes, type CSP+, dont le comportement n'est pas celui peut-être que l'on peut s'imaginer de trader fou, mais au contraire d'un investisseur plutôt raisonné, plutôt prudent. On voit que ce ne sont pas des acteurs qui vont mettre déjà tous leurs œufs dans le même panier. Il y a beaucoup de diversification qui est faite, puisqu'on voit, on l'avait mis en exergue dans notre étude, 80% des Français qui détiennent des cryptos ont aussi un investissement dans un autre support financier, ce qui est confirmé dans l'étude de l'OCDE. On voit qu'ils sont effectivement aussi raisonnable quant au montant investi. On avait montré que la grande majorité investissait moins de 10% de leurs revenus, ce que confirme l'OCDE avec un comportement plutôt de bon sens associé à la diversification et des volontés d'investir pour un peu mieux connaître ce qu'est le Web3, ce que sont les opportunités et pas forcément la recherche de l'argent facile comme on pourrait le croire. Donc des résultats, des conclusions cohérentes, fort heureusement, ce qui me permet d'annoncer que nous allons renouveler l'exercice de ces deux précédentes études annuelles que nous avons conduites. Donc l'ADAN souhaite réaliser son étude 2024, à la fois de l'adoption par les Français en comparaison avec d'autres États européens des cryptoactifs, mais aussi l'état des lieux du secteur Web3 qui, on le sait, d'une année à une autre peut être effectivement totalement différent et s'être beaucoup structuré, notamment sur ces derniers mois. Et cette étude, Valentin, qui était présent sur ce plateau hier, en avait parlé brièvement. C'est vrai qu'elle n'a pas été prise au sérieux par pas mal de gens il y a quelques mois quand elle est sortie. Et finalement, les chiffres de l'AMF et de l'OCDE vous donnent raison, entre guillemets, c'est-à-dire que vous arrivez globalement sur les mêmes conclusions. Est-ce que vous pensez que, du coup, votre prochaine étude en 2024 sera plus écoutée, non pas qu'elle n'ait pas été écoutée, la première, mais disons aura un champ, une résonance plus large? Alors, notre première étude avait déjà été confirmée dans le baromètre des investisseurs de l'AMF. Il confirmait qu'il y avait 8% des Français en 2022 qui détenaient des cryptoactifs. C'était exactement la conclusion qu'on avait eue dans notre première étude. Dans notre seconde étude, on voit que ce que rapporte la CDE et l'OCDE est convergent et notre méthodologie peut difficilement être contestable. On est avec l'Institut Ipsos qui fait très bien son métier. On travaille avec KPMG. Donc de ce point de vue-là, je pense que les critiques ne sont pas vraiment fondées. Mais c'est normal que l'on puisse être critiqué. L'étude qui va venir va être très intéressante par rapport au contexte à la fois français et européen dans lequel on s'inscrit. Au niveau européen, il faut noter les mutations à venir avec les élections au Parlement européen, avec les renouvellements au sein de la Commission européenne. Donc on doit s'inscrire là-dedans pour
pour alimenter ce qui pourra être le prochain agenda de ces institutions européennes. Et au niveau français, il y a quand même encore des débats, au niveau notamment réglementaire. Je pense aux JONUM, les jeux vidéo Web3, où on est actuellement en train d'établir un cadre français précurseur, mais qui derrière inspirera ce qui fait au niveau européen. Donc il faut que l'on soit au rendez-vous avec des informations utiles et éclairantes pour tous ces travaux qui sont en cours et qui sont structurants pour le secteur. JONUM, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Bientôt, on fera une émission spéciale, notamment Justine avec vous et des gens de chez Sonar pour décortiquer un peu tout ça et voir si ça va un peu dans l'intérêt du développement de cette industrie en France. Valentin, on parlait de bourse tout à l'heure. Maintenant, c'est la crypto qui va vers la bourse. Après les fonds Web3, la bonne vieille bourse traditionnelle, Bithumb, le deuxième exchange crypto de Corée du Sud, pourrait se lancer en bourse. Valentin, pour quelles raisons? C'est quoi leur intérêt? Alors, c'est pas forcément pour lever des fonds, parce que c'est la première intuition qu'on peut avoir quand on fait une introduction en bourse, quand on est une société quelle qu'elle soit. Là, en tout cas, d'après les dires de cette société, donc pour resituer, on est en Corée du Sud qui est quand même un pays qui est relativement pro crypto, même si, rappelez-vous, il y a quelques années, il y a près un an et demi maintenant, il y avait l'affaire Terra Luna qui avait quand même un peu noirci l'écosystème sud-coréen, puisque c'était une entreprise sud-coréenne avec des cofondateurs en partie sud-coréens. Donc ça a motivé toute l'aspect réglementaire là-bas qui s'est donc endurci depuis l'affaire Terra Luna et son fameux token qui s'était effondré, emportant des dizaines de milliards d'euros avec lui dans les abysses et à jamais. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on vient chercher plus de transparence. Il y a 2 grosses plateformes en Corée du Sud, mais effectivement, Bithumb va chercher l'entrée en bourse, contrairement à d'autres plateformes qui n'ont pas faire ce choix-là, pour apporter plus de transparence. On a aux États-Unis Coinbase qui l'a fait, au Nasdaq. Il y a là aussi maintenant une bonne année et demie, si ce n'est plus, et ça a apporté effectivement plus de transparence, parce que tous les chiffres donc, doivent être publiés, et la SEC surveille ça particulièrement, tout ce qui touche à la crypto. Et là c'est au Kosdaq que ça va être listé, un peu le Nasdaq, l'équivalent du Nasdaq en Corée du Sud, et ça sera très intéressant de voir un peu la tournure que ça prend, parce qu'aujourd'hui c'est Hubbit qui est en Corée du Sud, et qui est même utilisé d'ailleurs par certains de nos compatriotes, et en Europe, par certains des clients qui souhaitent acheter de la crypto-monnaie, et qui drive plus de 80% des parts de marché en Corée du Sud. Donc ça inversera peut-être la tendance. Ils auront peut-être des fonds en 2025. Autre chose amusante et importante à noter, c'est qu'ils passent par Samsung Securities pour pouvoir mettre leur dossier à jour et proposer cette entrée en bourse au niveau de la bourse du Corée du Sud. Et donc c'est un nouveau signal d'un pas vers l'institutionnalisation de nos services et des entreprises du secteur. Voilà, et on le rappelle, quand on dit pour plus de transparence, c'est que quand une société est cotée en bourse, elle a des obligations de transparence que n'ont pas forcément des entreprises qui ne sont pas cotées. Donc c'est dans une logique de transparence pour assurer effectivement, là où en Corée du Sud en particulier, les histoires de Terra Luna ont fait particulièrement mal, parce que ça venait de là-bas, entre guillemets. C'est l'histoire d'un token, Valentin, qui a pris 300% en une belle histoire moins de 24 heures. Oui. Oui, ce qui est plutôt rare ces derniers mois, en tout cas à la hausse. Oui. Ça s'est passé hier, et on parle du token Moon, Valentin. Moon qui est le token communautaire du site web américain Reddit, un token qui n'avait plus vraiment d'utilité et qui en retrouve une. Et effectivement qui fait partie d'une des plus grosses plateformes du monde en ce qui concerne la création de contenu. On n'utilise pas forcément beaucoup Reddit en Europe et en France, mais aux États-Unis, c'est extrêmement utilisé. C'est peut-être même plus utilisé que Twitter. On peut rappeler ce qu'est Reddit en gros, parce que Reddit, c'est un forum communautaire, si on veut faire très simple, c'est-à-dire qu'effectivement vous pouvez tous les jours créer un sujet sur ce forum-là, les gens peuvent y participer, vous pouvez voter pour les réponses les plus judicieuses, et en fait c'est un truc tellement énorme qu'il y a tous les sujets du monde possibles là-bas, et que tout le monde, enfin énormément de gens ont un compte, tout comme nous on a un compte Twitter et on y va tous les jours. Donc ils ont créé un token au départ. Ils avaient créé un token, effectivement le token Moon, 2 tokens en vérité, mais un seul qui servait à quelque chose réellement, qui était le token Moon, ils l'avaient appelé de cette manière-là. Il y a quelques temps maintenant, ils l'avaient laissé tomber parce que bear market, parce que perte d'intérêt des investisseurs et perte d'intérêt des utilisateurs de Reddit. En vérité, ce qui s'est passé derrière, c'est que depuis quelques jours, ils ont décidé de réduire l'inflation du token, de même supprimer une partie de ces tokens. Donc ils les ont ce qu'on appelle dans l'écosystème Web3 burn, exactement, ils les ont brûlés, donc ils les ont en fait envoyés à une adresse inexistante pour que personne ne puisse les récupérer, réduire ainsi une partie de la capitalisation. On est passé de 126 millions de tokens à 83,2 millions de tokens, donc c'est quand même assez conséquent. Et surtout, ils ont relancé tout le système d'attractivité du token et de la plateforme, puisque ce token était distribué à l'origine
aux personnes qui participaient le plus à Reddit, c'est-à-dire qui avaient le plus de votes sur leur post, qui avaient le plus d'entraînement de la communauté vis-à-vis des sujets qu'ils traitaient, et donc pour les rémunérer ou en tout cas pour les récompenser, on leur versait un petit peu de tokens. Donc tout ça, ça va repartir sur une capitalisation qui est beaucoup plus réaliste, sur un token qui est qui n'est du coup plus créé à l'infini et qui a même réduit sa supply. Donc ça a relancé l'intérêt des investisseurs. Encore une fois, on parle sur Reddit d'un des plus gros sites du monde sur lesquels les Américains vont et d'autres dans ce monde tous les jours poster des informations. Donc en termes de part de marché, il y avait quelque chose à faire et ce token communautaire qui n'avait plus d'intérêt en retrouve un et effectivement retrouve l'intérêt des investisseurs puisque ce token a pris 300% en 24 heures. Tout à fait. Eh bien, on va suivre tout ça, mais soyez prudents sur les marchés, on le dit souvent, parce que ce qui monte vite peut aussi descendre très très vite. Faustine, on retourne en France, on va parler du projet de loi de finances 2024. Il y a des liens avec le Web3. Pourquoi l'écosystème Web3 le regarde-t-il de près ? Alors, le projet de loi de finances permet d'établir le budget et les dépenses de l'État pour l'année à venir. C'est pour nous le véhicule qui permet de soumettre des propositions, notamment en matière de fiscalité des cryptoactifs. Il existe un régime fiscal des actifs numériques en France depuis 2019 que cela a été établi. Et donc pour nous, il y a encore des aménagements à faire pour pouvoir l'améliorer du point de vue du contribuable pour qu'il soit plus lisible et plus clair. Et pour l'économie réelle, pour le secteur et les entreprises, pas forcément du Web3, pour que ce soit véritablement favorable au développement de ces entreprises. Donc pour le PLF, le projet de loi de finances de cette année, on avait 3 propositions majeures qui nous semblaient prioritaires à pouvoir faire passer. Le report des moins-values sur les opérations en crypto, d'une part, l'exonération des entreprises qui font des ICO, des Initial Coin Offering, donc des opérations de levée de jetons pour financer des projets quand celles-ci... Un peu une entrée en bourse dans la crypto, c'est ça ? Comment on pourrait l'expliquer au Il y a un parallèle entre les acronymes ICO et IPO pour effectivement offre publique qui se veut un peu fallacieux puisqu'on n'est pas sur des titres financiers concernant les ICO. Les projets vont émettre des jetons qui vont représenter des droits, par exemple d'accès préférentiel aux services, au projet qui est développé. Les acquéreurs qui adhèrent au projet et qui veulent aider à le développer, donc c'est souvent à des stades très très prématurés de l'idée, vont acheter ces jetons pour financer le projet et ensuite bénéficier justement de ce qui sera développé. Donc on n'est pas sur des titres financiers et on est surtout sur une modalité de financement d'entreprises à des stades extrêmement précoces pour des entreprises extrêmement peu matures qui ne trouvaient pas dans le financement bancaire ou le financement de marché les leviers dont elles avaient besoin. Et donc il nous semble que pour encourager le financement de l'économie réelle par les ICO, une exonération d'impôts est nécessaire au niveau de ces opérations. Donc ça, c'était le deuxième apport majeur que l'on souhaite voir dans ce PLF. Et le dernier concerne la fiscalité des objets monétisables numériques de façon barbare, mais plus facilement, tous les nouveaux objets qui sont utilisés dans les jeux vidéo Web3. Donc ce qu'on a appelé les JONUM tout à l'heure, où on a un nouveau cadre qui est en train d'être développé au niveau français, et donc il faut que la fiscalité avance en même temps. Donc les débats sont terminés à l'Assemblée nationale. Vous avez certainement vu qu'il y a eu un 49.3 qui a permis d'un peu accélérer les choses, et donc c'est désormais le Sénat qui a ce PLF entre les mains et qui va pouvoir avancer, non pas que sur nos sujets, même si c'est le véhicule qu'on utilise, mais sur ce PLF en général, et c'est pour ça qu'on est très attentif à ce qui va avancer. Et sur ce projet de loi finance en particulier, sur ces 3 propositions, on vous écoute quand vous en parlez. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'importance que ça a ou que ça en tout cas pourra avoir pour l'économie réelle ? Il y a une prise de conscience. Ensuite, le contexte est extrêmement compliqué. On est plutôt sur une tendance au désendettement de l'État, donc à la limitation des dépenses. On est sur des sujets qui sont autrement prioritaires, relatifs par exemple à des dispositions sur l'écologie, sur l'environnement. Donc il faut aussi s'inscrire dans le contexte. Mais effectivement, il y a une prise de conscience. On échange énormément pour que ces propositions soient ajustées, pour qu'elles soient apportées. Et c'est pour ça qu'on peut voir sur les années précédentes des aménagements, même si ça pourrait, on le souhaiterait, être plus rapide. Je voudrais revenir, si c'est possible, dans le temps imparti, sur peut-être un sujet qui a un peu cristallisé des incompréhensions, des craintes, qui est le sujet du staking, du minage sur cryptoactifs, puisqu'il y a eu une proposition d'amendement qui a été faite par monsieur le député Éric Bothorel, qui a un soutien du secteur depuis ses premières heures, qui visait à lever une incertitude, une ambiguïté sur quel est le régime fiscal
finalement des opérations de validation des transactions. Le minage pour le proof of work, le staking pour le proof of stake. Donc 2 manières de sécuriser la blockchain, mais un peu différemment. Et à chaque fois, on a des récompenses en crypto. Et la question est de savoir si ces récompenses vont être vont rester défiscalisées ou non. Quel est leur régime fiscal? Il y avait une incertitude, puisque s'il y a une fiscalité sur ces récompenses qui sont perçues, il y avait une ambiguïté. Cette ambiguïté étant préjudiciable au contribuable qui peut ne pas savoir comment déclarer et surtout se faire rattraper s'il déclare mal ou s'il réalise mal les opérations. Donc, il y a dans cette proposition d'amendement la volonté de clarifier quel est ce régime fiscal, et il est clarifié dans cette proposition que à la fois le minage et le staking sont fiscalisés au titre des bénéfices non commerciaux à la perception de ces récompenses et non pas à les cessions, comme ça avait pu être pensé par beaucoup d'utilisateurs, mais dans la pratique, ça a toujours été le cas. Donc c'est une clarification finalement de la doctrine fiscale dans la loi. Et ça, c'était le premier sujet d'incompréhension. Donc on appelle toujours de nos voeux des clarifications, des précisions, de la lisibilité. Néanmoins, il nous semble que pour que cela soit vraiment adapté et profitable aux contribuables et à l'économie, il y a 3 conditions sous-jacentes qui doivent accompagner cette réforme. D'une part, que les transactions puissent être valorisées de façon trimestrielle, parce que si on commence à vouloir valoriser les récompenses à chaque fois qu'on les perçoit, ça peut être toutes les secondes, ça peut être toutes les minutes, ça va être compliqué pour le contribuable. Qu'il y ait une différenciation entre ceux qui vont effectivement apporter des actifs numériques pour que des validateurs valident directement sur la blockchain, on va dire les validateurs indirects, qu'il y ait une différence entre ceux-là, qui ne devraient pas être soumis à ce régime clarifié, et les validateurs directs. Donc quand on veut aider à la sécurisation du réseau, c'est très important qu'il y ait un bon fonctionnement du réseau blockchain. Quand on veut apporter des actifs numériques mais qu'on ne valide pas directement, alors nos revenus soient soumis au PFU, au prélèvement forfaitaire unique, à la flat tax et non pas à ce régime des BNC. Et enfin, il faut absolument que le report des moins-values soit possible. C'est quelque chose qui existe pour les titres financiers, et donc il nous semble nécessaire de pouvoir aligner avec ce régime des instruments financiers avec le régime des actifs numériques. Valentin, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce projet de loi de finances 2024, ou alors Faustine, ça y est, a tout dit, a bien résumé les choses? J'avais utilisé une formule une fois sur ce plateau que je réutiliserai ce soir, qui est c'est bien compliqué, parce qu'effectivement, on comprend les enjeux qui sont le report des moins-values. Je veux dire, ça c'est quelque chose d'assez simple. Et d'ailleurs, dans la compréhension de l'écosystème, donc ce n'est plus secret. Je suis administrateur de la DAN, donc que tu présides aujourd'hui, Faustine. Mais donc je regarde un peu plus ces dossiers qu'il y a 5 ans, parce que c'est des dossiers farfelus, bien complexes, que nous sommes très contents que Faustine porte pour nous toutes et tous. Mais, mis à part ça, personne ne voulait porter ces sujets avant, et aujourd'hui il y a des députés de la majorité, des députés de droite, des députés de gauche qui se saisissent de ces sujets parce que c'est des sujets de bon sens et des sujets d'innovation. Oui, effectivement, le développement durable est un sujet central, mais le sujet de l'innovation et le désendettement viendra justement par l'attrait de la France vis-à-vis des autres pays européens, du monde. Et donc les sujets d'innovation, tu citais Eric Botorel, on peut citer aussi Paul Midi qui est très impliqué dans ces sujets-là. Ça finira forcément par retrouver l'économie réelle, retrouver des vrais sujets et donc s'ancrer dans la réalité du terrain. C'est vrai que le stacking, ça a fait peur un peu à tout le monde. C'était finalement quelque chose qui était mal expliqué et puis qui s'est enflammé sur les réseaux bêtement, à mon sens, parce que c'était une position intéressante à défendre. Mais c'est bien compliqué. Vous voyez toutes les cases qu'il faut cocher. Il faut faire la moins-value. Il faut que, même moi, je me suis concentré au moment où vous parliez, Faustine, de la différence entre les validateurs directs et indirects. C'est pas facile, hein, c'est technique. Complexe. Je me dis, le député qui essaye de décortiquer tout ça, je lui accorde beaucoup de respect. Mais c'est pas facile. Mais pourtant, c'est le cœur de l'innovation duquel nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, semaine prochaine, émission spéciale justement pour décortiquer un peu tous ces process fiscaux par rapport notamment au stacking et au mining. On en parlera la semaine prochaine dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valentin Demey, CEO de Cube3 et directeur des contenus de Cryptos. Merci également à Faustine Fleuret, présidente de la DAN, donc association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée et à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.